Le 6 août 1890 et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, William Kemmler est exécuté à la chaise électrique. Une exécution atroce qui a échoué à la première tentative qui a duré 17 secondes. La tension est élevée alors à 2000 volts et une seconde tentative qui a duré plus d'une minute est venue à bout du pauvre Kemmler. Thomas Edison, partisan du courant continu, a soutenu cette exécution puisqu'elle est en tension alternative que défend son rival Westinghouse. Thomas Edison voulait à tout prix discréditer le courant alternatif aux yeux des Américains et de leur prouver que le courant alternatif était dangereux et peut tuer les êtres humains. Parmi les choses qu'a entretenu Thomas Edison, c'est l'embauche d'un inventeur américain, Harold P. Brown, pour aider à la conception de la chaise électrique que fut adoptée par les États-Unis en 1889. Il était également derrière l'exécution par courant alternatif de l'éléphant de cirque Topsy qui venait de tuer 3 personnes. Un troisième personnage, et pas des moindres, était lié à ces événements, à savoir Nikola Tesla. C'est lui qui était derrière le développement d'un système de production, de transport et d'utilisation du courant alternatif. Chacun d'entre eux ne voulait pas perdre cette guerre et perdre ses clients. Il fallait à tout prix investir sur la protection des personnes. Et c'est dans ce contexte-là que fut la naissance des schémas de liaison à la Terre. Vous l'avez compris, je vais parler dans cette vidéo de l'émergence des schémas de liaison à la Terre. Je m'appelle Lormain Boussa et je suis ingénieur en électrotechnique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'émergence des schémas de liaison à la Terre. Pour revenir un peu sur l'histoire de l'électricité, la première invention dans ce domaine revient à Alessandro Volta, qui a inventé la première source de courant continu connue sous le nom de la pile électrique en 1799. En 1879, Thomas Edison invente l'ampoule et le 4 septembre 1882, il construit et met en service la première centrale électrique, Pearl Street Station. Située au sud de Manhattan, elle avait un rayon d'action qui ne dépasse pas les 800 mètres. C'était une centrale électrique qui produisait du courant continu. De son côté, Nikola Tesla, en 1888, déposa une quantité de brevets pour tout son système polyphasé, générateur, transformateur, moteur synchrone et asynchrone, en particulier pour un moteur asynchrone à induit en anneau. Il a travaillé également sur la transmission sans fil de l'énergie électrique, où il invente la bobine de Tesla en 1891 et un transmetteur à amplification en 1898. Et la même année, il fait des démonstrations d'un bateau radiocommandé. Tous ces brevets furent achetés par la société Westinghouse en 1888, ce qui constitue une grande acquisition à Westinghouse qui va lui permettre de battre Edison dans la guerre des courants. La guerre des courants prendra fin avec la victoire de l'alternative suite à l'obtention par la société Westinghouse de la construction de la centrale électrique d'Adams, située aux chutes de Niagara en 1893 et entre en service en 1895. Il y avait 10 générateurs d'une puissance de 3,7 MW. La tension était de 2000 volts pour desservir les chutes du Niagara et ses environs. Pour les moyennes distances, la tension a été augmentée à 10 kV et pour les longues distances, elle a été augmentée à 20 kV. Pour apaiser le conflit avec General Electric, l'entreprise de Thomas Edison, on leur attribua le contrat de construction des lignes de transport jusqu'à Buffalo, en utilisant sous licence les brevets de Tesla. Le succès de l'alternative pour le transport de l'énergie électrique durera plus d'un siècle. Mais les scientifiques à l'heure actuelle ont démontré l'impossibilité de transporter l'énergie en haute tension et en alternatif dans les câbles enterrés et sous-marins. Pour cette raison, ils se sont tournés vers le HVDC, la haute tension en courant continu. Les recherches continuent toujours pour trouver des solutions techniques pour pouvoir fabriquer le câble qui va servir pour le HVDC. Le HVDC est adopté par Desertec pour acheminer l'énergie électrique de l'Afrique vers l'Europe. De 1880 à 1920, le transport
la distribution de l'électricité se font en neutre isolé. Les lignes, ils étaient nues, mises hors portée des personnes. Aucun point du réseau n'est mis volontairement à la terre. Dans les habitations, donc chez les clients, la tension était de 100 à 110 volts alternatifs. Pendant toute cette période-là, le premier défaut d'isolement, phase qui touche la carcasse, ne se passait absolument rien. Les masses métalliques sont portées au potentiel 100 volts ou 110 volts. Par contre, il n'y a pas de circulation de courant, évidemment, puisque la boucle de défaut est ouverte, il n'y a pas de liaison à la Terre. Il faut attendre jusqu'au double défaut, donc une autre fois le neutre touche la carcasse, et là il y a un court-circuit, et c'est là qu'il y a fusion des fusibles. Oui, je parle de fusibles car en cette période-là, ils n'ont pas encore inventé les disjoncteurs. Donc la seule protection qui existait à l'époque, c'était des fusibles. Les fusibles, comme on le sait, ils assurent la protection des biens, donc contre les incendies. On ne connaît pas précisément la date d'invention ni l'inventeur du fusible, même si l'on pense qu'il a été créé vers 1860 pour protéger des câbles sous-marins. On attribue souvent le fusible à Thomas Edison qui l'aurait breveté le premier en 1880. Pour revenir à notre sujet, effectivement, pendant cette période, les ingénieurs ont compris que l'électricité présente un danger pour l'être humain et pour l'animal. Pour cette raison et pour des raisons économiques, il fallait trouver des solutions pour protéger les personnes contre le contact indirect. Mais la problématique qui se posait, comment savoir qu'il y a un défaut d'isolement au niveau de l'abonné, alors que les ingénieurs ils étaient installés au niveau de la centrale qui était très loin. Donc, les ingénieurs et techniciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé un système tout simple pour justement être avertis à temps dès qu'il y a un défaut d'isolement. Ils ont installé 3 lampes montées en étoile et le neutre artificiel qui en découle mis à la Terre. Les 3 lampes sont soumises à un potentiel de 230 volts chacune, donc elles seront tout le temps allumées. Mais il reste quand même un problème. Même s'il y a un défaut d'isolement côté abonné, rien ne change. Il fallait trouver une solution pour fermer la boucle de défaut. Heureusement pour eux, il était déjà connu depuis 1836 grâce à un ingénieur allemand Karl August Hill que le sol pouvait être utilisé comme chemin de retour pour compléter le circuit. Rendant le fil de retour inutile, cela a été utilisé dans les lignes du télégraphe. Nos ingénieurs de la centrale mettaient les masses métalliques au niveau des abonnés à la Terre pour fermer la boucle de défaut. Donc, analysons maintenant qu'est-ce qui va se passer dès qu'il y a un défaut d'isolement. Une phase touche la carcasse côté abonné, il y a apparition du courant de défaut qui va transiter à travers la Terre. Au niveau de la centrale, la lampe branchée sur la phase en défaut va s'éteindre puisque la différence de potentiel va être égale à zéro. De cette manière, les ingénieurs sont informés de l'apparition d'un défaut d'isolement au niveau d'un de leurs abonnés. Le système des 3 lampes est appelé contrôleur permanent d'isolement. Il a continué d'être utilisé pendant des années. Par rapport aux normes, en 1923 en France, une norme relative aux installations électriques impose la mise à la terre des masses. Les carcasses des moteurs fixes et mobiles susceptibles d'être touchées d'un endroit non isolé dans les installations à courant alternatif de tension supérieure à 150 volts. Les appareils électrodomestiques fixes et portatifs d'une puissance supérieure à 4 kW. Les enveloppes de chauffe-main électriques installées dans les salles de bain. Les pièces métalliques situées dans les locaux imprégnés de liquide conducteur et qui, par suite de défauts d'isolement, pourraient se trouver sous tension. La norme ne donne aucune indication sur les conditions de la mise à la terre, sur la valeur de la mise à la terre, sur la valeur de la résistance de la prise de terre et ne prévoit aucun dispositif de protection. Donc, à partir de cette année, le schéma de liaison à la terre IT est né pour la première fois. Et comment les personnes sont protégées dans le schéma IT? Voyons ça ensemble. Le schéma équivalent du schéma IT, on a du côté transfo le neutre qui est isolé ou bien impédant. Côté des carcasses, elles sont mises à la terre. Il y a un phénomène qu'on doit connaître, c'est celui des capacités de fuite.
Donc, tout circuit possède naturellement une impédance de fuite due aux capacités et résistances d'isolement réparties entre les phases et la Terre. Par exemple, dans un circuit, dans un réseau triphasé de 1 km, l'impédance équivalente ZCT, des capacités et des résistances ramenées au neutre est de l'ordre à peu près entre 3000 et 4000 ohms. Et comment protéger les personnes en schéma IT et comment calculer le courant de défaut, je passe sur le site de Schneider Electric. Un site qui est excellent, je l'utilise personnellement pour mes formations et pour la préparation des vidéos. Je trouve un exemple du schéma IT, l'exemple 2. Donc avec la charge, les masses métalliques qui sont reliées à une prise de terre RA. Également le neutre transfo qui est relié à la Terre à travers une impédance et on appelle ça un neutre impédant, le tout protégé par un disjoncteur. Également, on retrouve la représentation de l'effet capacitif par des capacités sur le neutre, sur les trois phases qui sont reliées à la Terre. Et donc, la capacité de fuite par phase, elle est de l'ordre de 3500 ohms. Maintenant, en temps normal, ces capacités vont laisser fuir des courants de défaut vers la Terre. Ces courants-là, on peut les calculer avec la formule toute simple de la loi Ohm et on retrouve 66 milliampères. Donc, dans une situation normale, pour un câble de 1 km, il y a toujours des courants de fuite par phase de 66 milliampères qui représentent l'effet capacitif des câbles. Maintenant, si on a un défaut au niveau des masses qui va venir au contact des masses métalliques, il y a création d'un courant de défaut qui va traverser la prise de terre RA. Ce courant, il représente la somme, mais plutôt la somme vectorielle des courants capacitifs par phase et neutre, et également le courant qui va passer par la, la résistance de terre du neutre. Après calcul, tel que illustré sur cet exemple-là, après calcul, on obtient 304 milliampères. Si on considère que la prise de terre RA égale à 50 ohms, la tension de défaut finalement, elle va être de 15,2 volts, ce qui n'est pas dangereux pour l'être humain puisque la tension limite de contact tolérée par l'être humain au milieu sec, elle est de 50 volts. Donc, pour récapituler, la protection des personnes contre le contact indirect en schéma IT n'est pas assurée par un dispositif de protection. Par contre, elle est assurée par l'insertion dans la boucle défaut d'une impédance supplémentaire d'une valeur importante qui est celle de l'ensemble de l'effet capacitif des câbles. Et ça, on le fait quand on a des réseaux lents. Par contre, pour les réseaux courts en schéma IT, intercalé entre le neutre et la Terre, une impédance d'une valeur de 1000 à 2000 ohms et qui va servir comme étant une impédance de limitation du courant de défaut. Et dans ce cas-là, on appelle le schéma IT le neutre impédant. La vidéo vient de se terminer. J'espère que ça va vous aider à mieux comprendre les schémas de liaison à la Terre. Également, sachez que sur mon site internet, vous trouverez un cours en ligne gratuit qui parle de l'émergence des schémas de liaison à la Terre et également d'autres cours. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.